Merci pour l'invitation, je suis très contente de participer. En plus, il me semble, en tant que rare intervenante pour le moment qui vient plutôt du milieu artistique, parce qu'il me semble que la transition écologique, qui est quand même le thème de ce projet, s'accompagne de vraiment très importantes problématiques de dimension culturelle. Imaginer nos pratiques quotidiennes, leur histoire, les imaginaires qui les portent, peut souvent, au regard de la science dure, sembler anodin ou peut-être moins efficace, mais absolument nécessaire, car en fait, il y a tout simplement des questions, pour le dire de façon extrêmement grossière, qui ne se lisent pas dans des chiffres, et ces chiffres montrent aussi également rarement à quel point les enjeux de gestion de biodiversité sont très souvent des enjeux culturels. Mes recherches, comme Andy l'a précisé, portent sur les représentations culturelles de la nature et en particulier la façon dont celle-ci influence l'aménagement du territoire à travers le design, l'architecture et l'urbanisme. Ces trois disciplines-là sont polarisées autour de l'organisation ergonomique et esthétique de l'espace. Elles sont à ce titre des outils de pouvoir dont il faut, à mon avis, absolument débattre. En fait, il s'agit d'un pouvoir qui peut sembler moins perceptible que d'autres, une sorte de soft power. Pour rappel, le soft power, c'est avoir une influence politique indirecte sur un ensemble d'acteurs par des moyens qui sont structurels, culturels ou idéologiques. C'est un pouvoir qui peut s'exercer comme tous les pouvoirs au détriment d'autrui et c'est ce dont j'aimerais bien parler. J'aimerais aborder ces questions à partir d'un exemple qui serait assez simple, qui est que, par exemple, les programmes de transition écologique, qu'ils soient institutionnels ou politiques, on demande souvent plus d'accès à la faune et à la flore, à de beaux paysages pour restaurer un lien, une proximité avec la nature. C'est peut-être même un thème que vous allez explorer pour vos projets. Mais ces questions se posent par des questions d'aménagement du territoire, de réflexion architecturale, patrimoniale et par exemple, la mise en place de réserves naturelles, de trames de biodiversité urbaine, etc. Les problématiques d'enjeux de pouvoir et de représentation de la nature sur ces questions peuvent se présenter en trois questions dans ces projets d'aménagement. La première question serait de quelle nature il est question, à savoir de quelle nature on parle. La deuxième dont j'aimerais parler serait de quel point de vue cette nature est décrite et par qui elle veut être aménagée. La troisième, c'est à qui s'adressent ces projets, qui sont les interlocuteurs ou les futurs usagers. Donc je vais essayer premièrement d'éclaircir cette question qui est peut-être un peu mystérieuse de quelle nature est-ce qu'on parle. Mais vous êtes probablement déjà bien documenté et vous êtes peut-être familier de Philippe Descola. Si c'est le cas, vous devez probablement avoir en tête qu'il n'existe pas de rapport à la nature qui soit universel et objectif. La nature comme concept objectif, comme vérité immuable, ça n'existe pas. On peut plutôt parler d'une construction sociale qui changerait en fonction des projets de société et qui signifie rarement la même chose d'une époque à une autre. Il n'y a en plus pas, comme on le dit hélas assez souvent, l'homme d'un côté et la nature de l'autre, mais en fait une infinité de communautés humaines, une infinité de natures, et donc tout autant de relations différentes aux vivants qui méritent les unes autant que les autres d'être prises en compte. Ces différentes relations, représentations qu'on a de la nature viennent toujours conditionner nos quotidiens. Ça peut être donc autant nos façons de nous alimenter, de nous vêtir, parce qu'en fait, toutes ces façons d'habiter varient non seulement en fonction des ressources qui sont disponibles, mais également en fonction de nos croyances, de la variété des croyances, des imaginaires ou des valeurs qu'on peut prêter à certaines ressources naturelles. Donc, pour dire les choses peut-être un peu plus clairement, la nature est un concept qui est relatif, qui doit être précisé au sein d'une époque, d'une ère culturelle, car en fait, il ne correspond à aucune valeur objective, mais plutôt à un faisceau de pratiques et de croyances qui sont extrêmement différentes. Donc, pour en venir à ma deuxième et troisième question qui était de quel point de vue la nature est décrite, de quel point de vue un projet est mis et à qui ça s'adresse, j'ai quelques exemples pour illustrer l'importance de ces questions. Dans ma thèse, en ce moment, je suis en train d'aborder le fait que durant les Trente Glorieuses, la politique, main dans la main avec l'urbanisme, l'architecture et le design, ont gravité autour d'une représentation moderne du progrès. Il y a eu à ce moment-là une circonscription des besoins humains qui ont été identifiés et rationalisés selon cet imaginaire précis. Et cette identification a permis la production d'objets, d'architecture, de plans de ville qui étaient adaptés à cette perception précise de l'humain dans son environnement. Si vous voulez un exemple, les villes nouvelles en sont un très beau. Donc, au sein de ce projet moderne-là, les différentes pratiques et représentations de la nature ont été assez peu questionnées. Un exemple que je trouve vraiment
assez parlant, c'est que les architectes modernes percevaient les montagnes comme des espaces qui étaient vierges, des espaces à conquérir ou expérimenter leur créativité d'architectes et d'urbanistes. Mais pourtant, ces montagnes-là, elles étaient habitées, et ces habitants, eux aussi, avaient développé des techniques d'architecture, de construction d'objets, et également des moyens de transmettre ces connaissances qui étaient adaptés aux contraintes de ces territoires et aux matériaux qui étaient disponibles localement. Il y a de très bons travaux comme ceux de Monique Baruet-Pastor ou Anne-Marie Granet-Abissé qui montrent comment les connaissances et représentations par lesquelles ces habitants vivaient ont pu être occultées lors de l'aménagement moderne des montagnes. En fait, à ce moment-là, le point de vue des aménageurs était considéré comme acquis, ou du moins comme étant celui qui était le plus progressiste, le plus innovant par rapport à ceux des montagnards. Et on va petit à petit redécouvrir ces savoirs locaux qui auraient pu être des principes constructifs pour les architectes dès le début, notamment pour leurs caractéristiques écologiques qui ont été pendant longtemps ignorées. J'ai un autre exemple aussi assez simple. Donc, les disciplines que j'étudie, l'urbanisme, le design, l'architecture, sont en grande partie adossées au concept de propriété privée. Un bâtiment en soi est la propriété privée de quelqu'un ou d'une entité juridique. En 1984, en Guyane, il y a des groupements de populations amérindiennes qui se sont rassemblés pour contester cette notion. Un porte-parole déclarait, et là je vais le citer et le lire, « Nous ne comprenons pas pourquoi la notion de propriété privée de la terre qui est la vôtre doit primer sur la notion de propriété collective qui est la nôtre. Nous voulons obtenir la reconnaissance de nos droits aborigènes, c'est-à-dire la reconnaissance de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer amérindien et à développer nos institutions et notre culture propre. » Je trouve cet exemple assez parlant sur ce qu'on peut y percevoir à quel point des continuités culturelles dépendent de normes différentes d'usage de la terre, de différentes grilles de lecture sur la façon dont on peut envisager la terre et ses différentes pratiques. Je vais donner un dernier exemple pour parler du cas peut-être un peu moins exceptionnel, peut-être qu'on peut croiser plus régulièrement. On peut réfléchir tout simplement au fait que la beauté qu'on peut percevoir dans un paysage, dans la nature, est en fait en partie issue d'une éducation à la sensibilité qui nous a été transmise dans un cadre qui est social et culturel. Tout simplement, la beauté n'est pas perçue de la même façon par des urbains qui la voient rarement et qui vont s'y promener, pour qui c'est un moment de distraction et de contemplation, que par des ouvriers agricoles qui vont y travailler tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se demander si une de ces représentations-là, de ces perceptions de la nature, est plus légitime qu'une autre. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait respecter ces différentes velléités et cultures lorsqu'en fait on transforme et on aménage un paysage? Comment est-ce qu'on peut autant concilier le point de vue de l'urbain que de l'ouvrier agricole, puisque l'un et l'autre ont tout à fait droit d'exister et sont tout à fait légitimes? Donc, on en vient pour moi à ces fameuses questions de pouvoir et de potentielle violence symbolique, puisque, en fait, comme je vous l'ai expliqué, avoir une certaine idée de la nature est absolument normal. Ce qui peut être par contre problématique est de l'imposer consciemment ou non à toutes et tous. C'est-à-dire de présumer que tous les humains ont les mêmes pratiques et les mêmes imaginaires culturels, comme s'ils partageaient toutes et tous un même paysage, comme s'il n'existait que quelques types homologués de transmission de connaissances du vivant. Ne pas considérer ou intégrer ces différences, c'est risquer de drastiquement lisser et appauvrir les imaginaires, la diversité des pratiques et des savoirs relatifs à la nature. Et c'est également aussi écraser sociologiquement des catégories de population en invisibilisant leur regard et leurs connaissances. Donc, appliquer des nouvelles normes d'habitat écologique passif, mieux adaptées au climat, mettre en place des réserves naturelles, etc., ça ne suffit pas. L'adaptation technique et logistique, sans médiation culturelle ou sans prise en compte des imaginaires et pratiques locales, ça risque d'être la suite d'une représentation moderne, ethnocentrée d'une nature qui serait universelle et d'une logique assez ingénieriale de problem solving. C'est donc risquer aussi une certaine forme d'acculturation et donc de violence symbolique. Donc, si on questionne la façon de vivre avec la nature à l'avenir, il me semble vraiment important dans vos courts-métrages de prendre en compte cette question de pluralité de représentation. Pour conclure brièvement,
toutes ces problématiques de prise en compte de cette pluralité de représentation, comme je le disais, demandent un effort d'imagination et la mobilisation de divers moyens narratifs, donc, notamment la collecte de récits, d'entretiens, afin d'en quelque sorte décoloniser nos méthodes de designer, d'architecte, d'urbaniste, d'un imaginaire solutionniste et de permettre la prise en compte d'une multiplicité de rapports au vivant. J'espère que vous me pardonnerez, je n'ai pas vraiment respecté la consigne de proposer un scénario qui soit envisageable et souhaitable, parce que de façon assez simple, il me semble que ce projet de court-métrage peut être une des solutions que posent les questions sur lesquelles je travaille. Et aussi parce que je crois que les questions que j'avance ici sont aussi valables au cinéma. À savoir, lorsque on va énoncer ou imaginer un futur souhaitable, on doit aussi se poser la question de que va représenter la nature dans ce futur souhaitable, quelles seront les pratiques culturelles associées à la nature à l'avenir, et à quel public on s'adresse lorsque on fait des suppositions de ces représentations de nature. Attendez, je lis les questions en même temps, c'est un peu compliqué. Mais je suis peut-être allée un peu vite, mais juste pour clore, je voulais demander, enfin, je me posais la question du fait que les films que vous allez produire vont probablement, enfin, peuvent être des outils, les outils narratifs dont je parlais. Ça peut être des moyens de médiation, de négociation, des façons de relater une situation ou un événement en rendant visible une pluralité de points de vue. Donc voilà, j'étais un peu... L'exercice de parler à la caméra comme ça est vraiment compliqué tout en lisant les messages. Donc, pour ma part, j'ai fini et je veux bien écouter vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Delphine, c'était très, très intéressant et c'est vrai que c'est pas, enfin, ça doit faire un peu bizarre de parler tout seul face à son ordinateur, mais on t'a écouté très attentivement et c'était très intéressant. On a déjà des questions qui arrivent, du coup je vais commencer à te les poser. Quelle méthodologie serait à prévoir selon toi pour la prise en compte des représentations et leur application? J'ai pas de méthodologie toute faite, puisque je pense que à chaque situation peut correspondre une méthodologie. Il y a en urbanisme et en architecture des méthodes assez intéressantes. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, je peux vous en parler, mais de collectifs de sociologues, architectes et d'autres disciplines qui, en amont de certains projets d'aménagement, vont mener tout un tas d'enquêtes selon des modes d'action très différents. Par exemple, le collectif auquel je pense, qui s'appelle Bazar Urbain, a travaillé sur le projet de réhabilitation de la place de la République à Paris. Donc, aucun rapport sur la nature, mais avec la nature, mais ils ont un processus que je trouvais vraiment intéressant, qui était de faire des marches et des promenades avec tout un tas de différents types de personnes qui pratiquent cet endroit, des personnes qui vont le nettoyer, des personnes qui vont aller au métro, des passants, des habitants, de façon à ce que ces promenades, au cours de ces promenades, soient évoquées les différentes questions, les différents usages. Donc ça peut être, c'est une méthodologie comme d'autres pour montrer ces différentes narrations d'un même lieu. Oui, pardon. Alors, question suivante. Est-ce que tu as des exemples de visions contradictoires de la nature dans le cadre de projets d'aménagement urbain entre des habitants et des maîtres d'ouvrage, par exemple? Un petit peu les conflits qui peuvent émerger entre des visions différentes. Alors, je vous ai cité le travail de Monique Baruet-Pastor, donc je pourrais peut-être vous indiquer un article après, que je trouvais vraiment intéressant sur cette question-là, parce qu'il n'y avait pas forcément un conflit, il me semble, qu'elle a étudié, qui était vraiment déclaré, mais elle a étudié comment, dans les Pyrénées, les architectures vernaculaires étaient adaptées aux avalanches. Alors attends, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux préciser vernaculaire? Oui, d'accord. Vernaculaire, ça va être ça va être, dans le cas de l'architecture, une architecture qui est faite
de façon empirique depuis assez longtemps par les habitants de cette région et avec des matériaux locaux disponibles dans les alentours, pour le dire de façon extrêmement large et grossière. En fait, dans le travail qu'elle menait, elle a bien démontré que les architectes et l'urbanisme moderne, au moment eux aussi d'aménager ou de tracer des routes, de fabriquer des nouveaux bâtiments, n'ont pas pris en compte les connaissances de ces passages d'avalanche que les habitants pouvaient avoir, parce qu'ils ne correspondaient pas forcément aux normes scientifiques. C'était des choses qui se racontaient, c'était des perceptions, c'était des connaissances qui se transmettaient d'une génération à une autre. Et il me semble, j'espère pas raconter trop n'importe quoi, mais que des aménagements qui ont été plus récents ont été, peut-être au début des années 2000-2010, emportés par des grosses crues, par des choses qui auraient pu être prévues, qui auraient peut-être pu être imaginées si on avait pris en compte ces connaissances-là. Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est très clair. Alors, une autre question. Au-delà de l'aspect renoué... Ah, attends, il y en avait une avant, il y en a une autre qui est arrivée. Quels seraient, selon toi, les grands types de vision de la nature qui s'opposent si on devait essayer de penser cette question via des catégories de type grande vision, en France et ailleurs? As-tu des exemples? Alors moi, je suis assez méfiante avec cette catégorie grande vision parce que avec ma thèse, pour le moment, je suis en train de mettre en place des terrains pour étudier ça, mais on peut voir qu'au sein d'un même pays, d'une région à une autre, ce qu'on peut entendre comme nature ne veut pas forcément dire la même chose. Ou quand j'évoquais le cas de personnes qui vont plutôt habiter en ville et qui ont grandi là, et des personnes qui, elles, ont travaillé dans la campagne ou y ont habité depuis leur enfance, rien qu'au sein de deux régions différentes, on peut avoir des rapports qui peuvent être conflictuels. Donc, pour le moment, je refuse assez cette idée de grande perception, de famille, de qu'est-ce qu'est la nature d'un bout à l'autre, parce que il me semble que dans ce cas d'aménagement du territoire, plus l'échelle est fine, plus on parle d'interactions très précises entre des groupes de personnes précis, plus on est fort. Mais du coup, par exemple, sur les exemples, sur tes terrains de recherche, est-ce que tu as pu voir des grandes lignes qui se dessinaient entre des conceptions différentes? En fait, j'aurais trop peur de dire des choses qui soient clichés et pour dire ça, donc non. C'est aussi assez important, et tout, quand on travaille à partir d'études des sensibilités ou des imaginaires, de pas aller vite en besogne, de ne pas résumer les choses à des catégories, parce qu'on risque tout simplement de coller des préjugés, de ne pas être, de mal traduire la pensée des personnes avec qui on veut parler, en fait. D'accord, c'est très clair. Alors, question suivante. Au-delà de l'aspect renouer avec la nature ou inclure la nature dans l'aménagement urbain, penses-tu que le fait de s'inspirer du vivant, appelé biomimétisme dans l'architecture et au-delà, soit une façon de créer des récits de futur souhaitables pour notre avenir plus en phase avec le vivant? Et du coup, la personne mentionne l'IFS, l'Institut des futurs souhaitables. Elle demande si tu connais cet institut. Non, je ne le connais pas. Et donc la question, en plus résumé, c'était si le biomimétisme peut être un récit pour des futurs souhaitables, c'est ça? En effet, c'est en tant que manière d'inclure la nature dans l'aménagement urbain. Encore une fois, j'aime bien répondre à des questions avec d'autres questions. Est-ce qu'il y a forcément besoin de réinventer des choses comme ça, comme si elles n'avaient jamais existé? Parce que le biomimétisme, c'est un mot qui peut sembler faire des associations entre nature et technologie, etc. Mais, et puis souvent dans ce vocabulaire de il faut réinventer un lien avec la nature, etc., on fait comme si, par exemple en Occident, on n'avait jamais eu de lien avec la nature, comme si on n'avait jamais eu de tradition qui faisait qu'on avait une médiation avec
avec le vivant et avec nos pratiques humaines. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'inventer des choses un peu ex nihilo à partir de rien, c'est peut-être pas la solution vers laquelle moi j'irais en premier. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus de voir parce qu'en soi, c'est déjà un mythe, le fait de dire l'humain et la nature seraient séparés. Si on observe de façon plus précise ça, en fait, on est toujours en lien avec la nature. Même la façon de dire, même en soi, dire nature et culture, c'est séparé, c'est déjà projeter une image là-dessus. Et par exemple, quand on regarde comment vivaient les Français en campagne il y a peut-être 50 ou peut-être un siècle, on voit qu'il y avait tout un tas de connaissances, tout un tas de traditions, tout un tas de cultures qui se faisaient avec la nature et qui persistent encore. Donc, voilà, je réponds probablement pas du tout à la question parce que, à mon avis, ça en pose beaucoup d'autres. Peut-être plutôt effectivement s'inspirer des choses qui ont déjà existé plutôt que de chercher à réinventer des concepts sur des bases pas forcément toujours solides. Alors, question suivante, as-tu des exemples d'aménagement urbain respectueux de l'environnement auquel tu crois et que tu trouves adapté au futur? En fait, pendant un petit moment, pendant mes études, j'ai été jardinière et je travaillais avec un ami qui s'appelle Léonard Nguyen Dante, qui est un jardinier aussi, mais qui a une perception assez intéressante de comment on peut aménager le végétal, des zones végétales en ville. J'habitais à Paris et ensemble, assez souvent, lui il faisait ça tous les mercredis, moi je venais ça avec lui, on allait à Bagnolet donc dans un endroit où il y avait une dalle d'immeuble qui était auparavant assez sale, avec des plates-bandes qui étaient totalement abandonnées, et où tous les mercredis on venait, en fait on faisait une sorte de permanence jardinière, où nous on ramenait des graines, on jardinait, on plantait des choses, on allait tailler les arbres, etc. Mais il y avait beaucoup de gens qui passaient parce qu'il y avait, vraiment je raconte toute l'histoire, il y avait une MJC à cet endroit-là. Et donc il y avait beaucoup d'enfants, de parents qui venaient et qui se posaient, qui venaient nous regarder, qui venaient nous poser des questions et qu'on invitait à dire d'une semaine sur l'autre si vous avez des choses, si vous avez des graines à nous ramener, des oignons germés chez vous, venez et puis on fera ça ensemble. Et en fait, ce rapport quotidien, ou du moins pas quotidien, mais chaque semaine de se voir, de parler des plantes, de comment est-ce qu'on pourrait aménager cet endroit le mieux ensemble, était un vecteur des personnes venaient nous raconter leurs histoires, venaient nous ramener des graines qu'elles avaient ramenées de tels voyages ou de tels endroits dont leur famille était originaire, etc. Et ce qui faisait que, du coup, ce n'était pas une façon d'imposer un paysage à tout le monde, mais de le construire de façon extrêmement lente, parce que c'est un projet qui me semble toujours en cours, avec les récits de chacun, avec les petites contributions de chacun. Et, ouais, c'est un exemple qui est assez modeste, mais qui me semblait assez enthousiasmant sur la façon de faire sans grand plan qu'on applique, mais plutôt à partir de rencontres et de moments et passés à cet endroit-là. Alors, disons, il y a plein de questions. Alors, la suivante, comment un événement collectif, un fléau ou une innovation, peut influencer, selon toi, les différentes représentations de la nature? Peut-être en prenant un exemple d'un fléau ou d'une innovation particulière. Comment un événement pourrait changer pour tout le monde une représentation de la nature, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, Mettons par encore exemple, une fois, oui. Là, enfin, en ce moment, on est dans un phénomène collectif assez important. Par exemple, comment est-ce que cet événement-là, cette épidémie, elle peut modifier notre représentation de la nature, d'après toi? je pense encore une fois qu'un événement ne peut pas nous donner à tous une même représentation de la nature. Par exemple, je ne sais plus, j'ai dû lire comme vous des articles qui disaient désormais on perçoit mieux la nature, on entend plus les oiseaux, donc on va recréer un lien avec, etc.
tout le monde n'a pas perdu un lien avec la nature, tout le monde ne redécouvre pas ce qu'est la nature grâce à cet épisode-là. Et un événement climatique ou autre est toujours perçu de 1000 façons différentes. Donc moi je crois, par exemple, en ce début d'année, moi j'ai travaillé sur les cas de perception de super degrés qui est la loi. Et j'ai posé à plusieurs questions à plusieurs personnes la façon comment est-ce que eux avaient perçu ça, et comment est-ce qu'ils l'avaient ressenti, comment ça les avait impactés, et les réponses étaient différentes à chaque fois. Excuse-moi de te couper, on a eu un gros saut dans ce que tu as dit au moment où tu as décrit ce sur quoi tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous le redire? Ah d'accord, ok. Je travaillais sur la perception des super orages de grêle qui avaient eu en juin dernier, dans la Drôme et dans la Loire, qui ont été dévastateurs sur des kilomètres à la ronde, et dont on voit encore les impacts ici. Et du coup, comment est-ce que ça a changé les représentations locales des gens par rapport à leur environnement? Ça les a pas. J'ai pas de réponse qui soit entière et qui soit unanime. Parce que, alors peut-être que ça a coupé quand je parlais de ça, mais à chaque question que j'ai posée, on m'a donné des réponses différentes. Donc, est-ce que tu aurais des exemples d'évolution pas en répondant pour tout le monde, mais est-ce que tu peux donner certains exemples de personnes qui sont soit plutôt restées, qui ont gardé un petit peu la même représentation de leur environnement, ou de personnes qui l'ont modifié? euh, euh, oui, mais encore une fois, je vais nuancer, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui s'effectuent du jour au lendemain, c'est tout un tas d'événements qui, au fur et à mesure, peut donner chez chaque personne une interprétation qui va construire un récit. Mais voilà, par exemple, il y a des personnes qui ont juste analysé ça comme un événement climatique, comme il peut y en avoir d'autres qui étaient drastique et qui a ravagé leur jardin, auquel ils étaient extrêmement attachés. Et ce genre et ça a été un rapport affectif très dur de voir d'un coup tout le jardin ravagé par un orage de grêle. Mais au-delà de ça, ça n'a pas constitué un nouveau récit forcément. Il y a des personnes chez qui ça a fait écho à un imaginaire d'apocalypse, c'est-à-dire ça y est, en fait, la fin du monde qu'on voyait dans les films, genre le jour d'après, etc., est en train d'arriver sur des tout petits villages comme on peut en trouver ici. C'est vraiment la catastrophe. Et pour d'autres personnes, ça a été certes un moment grave, mais finalement anecdotique. Par exemple, il y a une personne en EHPAD à qui j'ai demandé ça, qui m'a dit, mais tu sais, les événements climatiques, moi je suis vieux, j'en ai vu des tonnes, mais je les oublie. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment assez important de comprendre qu'il n'y a pas de... C'est assez rare les choses qui vont faire que d'un coup, on va avoir un consensus sur ce qu'est la nature. Et en fait, c'est très difficile, d'où l'importance de tisser à partir des questions de tout le monde. D'accord, merci pour cette réponse. Une autre question, attends, je suis remonté un peu trop haut. En fait, voilà. Les violences décrites dans ce que tu parlais entre différents groupes, est-ce que ces violences, elles sont uniquement subies par des groupes humains, ou est-ce qu'il y a une pensée dans ta discipline de la violence faite aux non-humains? Oui, alors, moi, j'envisage ça. Je n'ai pas encore vraiment commencé à travailler dessus à partir d'exemples concrets, mais moi, j'envisage de travailler aussi à partir du fait que un aménagement peut aussi contraindre des populations d'animaux à fuir un endroit ou à devoir, je ne sais pas, trouver d'autres endroits pour leur nidification ou autre. Et ce point de vue-là doit aussi être pris en compte au même titre que les différents points de vue humains. Alors, on arrive au bout des questions. Alors, vous aviez parlé de vision ingénieriale, problem solving, lors de votre explication sur la violence symbolique. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que
bon, encore une fois, c'est une grosse catégorisation que j'ai fait, mais dans les disciplines que j'étudie, notamment en design, on a tendance à nous présenter un problème et le design devrait le résoudre et permettre après de pouvoir vivre mieux. Mettons, je vais peut-être pas forcément citer de projet, si peut-être à un moment, par exemple, il y avait eu des réflexions autour de comment faire produire moins d'emballages pour les aliments. Et certains designers avaient imaginé des emballages qui étaient comestibles. Et du coup, ils étaient vendus, le projet était vendu comme, voilà, on en a fini avec la question de l'emballage plastique parce que désormais, on peut manger les emballages. Mais sauf que, donc là, on a réglé un problème, on a fait du problem solving, sauf que derrière, la question de fond, de savoir, mais par exemple, comment est-ce qu'il va bien falloir des frigos pour garder ces emballages comestibles selon des normes alimentaires. Donc, il va bien falloir de l'électricité. Donc, il va bien en fait falloir continuer à avoir des sources d'énergie potentiellement pas renouvelables qui vont produire cette électricité. Donc, en fait, le fait de s'interroger sur un seul point de vue et de croire qu'on l'a résolu, à mon avis, parfois masque toutes les autres chaînes derrière de pratiques qui peuvent aussi en dépendre et qui, elles, ne sont pas résolues. Ok. Eh ben, merci pour ta réponse. On arrive du coup au bout des questions. Si vous en avez une ou deux dernières qui vous brûlent les doigts, vous pouvez la poser. En attendant, je vais te poser une question qu'on pose un peu à tous les intervenants pour clore un peu le débat. C'est quel genre de récit, en fait, on pourrait construire à partir de tes recherches? Voilà, des exemples de choses à raconter, de situations, de la vie quotidienne qu'on pourrait imaginer à partir de toi, ce que tu fais, ce que tu connais, si on disait tes travaux. En fait, j'ai eu pas mal de difficultés à réfléchir à une solution que je pourrais vous présenter, parce que j'ai l'impression que mon propre travail est déjà un peu, se pose déjà aussi un peu en creux ces questions de dire de quel récit on parle, quel récit on peut constituer à partir de ça. Mon travail de dire oui, à quel point on peut regarder cette diversité de récits. Mais peut-être que si on devait le scénariser, ou la façon dont ces questions pourraient apparaître dans un scénario, ça pourrait, je sais pas, mettons, il y a une avalanche ou un effondrement d'un morceau de montagne qui détruit une partie d'un village. Comment est-ce qu'on fait pour le reconstruire et à partir de quoi, et comment est-ce qu'on va et quel genre d'architecture pourrait être modélisé à partir de quel récit pour faire ça. Je ne sais pas si c'est l'exemple le plus sexy qui soit, mais ça pourrait être en être. Ouais, avec un événement comme une avalanche qui arrive et qui provoque des changements dans une communauté de vie. Oui, ou qui pourrait être aussi une façon d'interroger comment est-ce que chacun voit ces avalanches, qu'est-ce que ça veut dire pour différentes personnes à un même endroit. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Aubance qui nous gère la plateforme du webinaire. Alors, je vous donne rendez-vous vendredi, du coup, à la même heure. On a rendez-vous avec Gilles Boeuf, qui est biologiste et qui nous parlera des enjeux de la biodiversité. Voilà, dans l'intervalle, n'hésitez pas, la page Facebook, on s'adapte, le compte Twitter, et puis le site web, onsadapte.fr. Bon, merci Delphine, merci à toutes et à tous, et puis à très vite alors. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.